bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous touche tous et toutes, mais dont on parle souvent trop de manière superficielle, notre vitalité et celle de nos enfants. On s'est tous déjà posé la question, pourquoi est-on si épuisé après l'accouchement ? Pourquoi a-t-on l'impression que malgré une bonne assiette, l'énergie ne revient pas ? Et surtout, comment faire le tri dans ce qu'on donne à nos enfants sans se faire avoir par le marketing ? Pour y répondre, j'accueille Émilie Venesson. Émilie a transformé son combat personnel contre la maladie en une quête de solutions respectueuses, ce qui l'a menée à fonder les laboratoires Unae et Nateos. D'ailleurs, je tenais à les remercier chaleureusement de soutenir cet épisode. C'est grâce à des partenaires qui partagent nos valeurs de transparence qu'on peut pousser ces discussions aussi loin. Avant de laisser la parole à Émilie, on va faire un petit pacte. Si ce podcast vous aide à mieux comprendre votre corps ou celui de vos enfants, faites-le savoir. Un abonnement, 5 étoiles ou un petit mot doux sur Apple Podcast et Spotify, c'est le meilleur moyen de me dire que ce travail vous est utile. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin sans les coupures pub et avec des bonus exclusifs, la porte de Papatriarcat Plus vous est grande ouverte en description. On se retrouve aussi sur les réseaux et sur SpeakPipe pour vos messages vocaux. J'adore vous lire et vous écouter. Bonjour Émilie. Bonjour Cédric. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, j'aimerais qu'on revienne au point de départ. Tu as vécu des années de combat contre l'endométriose et la douleur chronique. Comment est-ce qu'on se construit en tant que femme quand on a l'impression très jeune que son propre corps est un terrain hostile ? On se construit bancal. Ce qui est compliqué dans le cas de l'endométriose, c'est que c'est le plus souvent une pathologie qui intervient très tôt dans la vie d'une jeune femme et généralement dès ses premières règles. Et c'est souvent, et encore aujourd'hui, une douleur qui est minimisée. Pour ma part, et en fait, je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans mon parcours qui est celui de milliers d'autres femmes, c'est se plaindre de douleur, c'est normaliser la douleur. Ça veut dire aussi que, en fait, on démarre sa vie de femme avec une normalisation de quelque chose de pas normal. Ça veut dire aussi qu'on développe une suradaptation qui est déjà inhérente à notre posture de femme dans ce monde. Et donc, on intériorise, on bricole quelque chose et on commence sa vie de femme avec un corps qui nous raconte de la douleur. Ce qui fait aussi que pour tout ce qui va être sexualité, on est dans un peu une double peine parce que, surtout quand on a un partenaire, parce que le partenaire peut avoir peur. Et nous, on est en train, en tant que femme, d'essayer de jongler entre des états de douleur, des états de paix. Et donc, c'est déjà une construction et de la sexualité et de la féminité qui est assez particulière. Et puis, il y a s'autoriser à s'écouter petit à petit et finalement de ne pas lâcher le morceau, ce qui est difficile parce que dans le parcours médical, il y a se battre pour soi-même et c'est une force qu'il faut aller mobiliser parce que quand on n'est pas écouté en face, surtout quand on est très jeune, on a tendance à abandonner la chose. Et en ce qui me concerne, il a fallu que je finisse par m'effondrer, littéralement, à l'âge de 29 ans, que j'atterrisse aux urgences et que je découvre le poteau rose. Voilà. Parce qu'en fait, avant ça, avant que ton corps t'envoie le signal de stop, on arrête tout, t'avais pas de diagnostic, t'avais pas de... Ah ouais. Rien du tout. Et pourtant, je suis allée voir des gynécos, je suis même allée en gastro, parce que j'avais... toutes les femmes qui ont de l'endométriose connaissent le fameux endobélie, qui est le ventre qui gonfle d'un coup avec des douleurs abominables. Et alors du coup, on va voir des médecins et on nous dit c'est peut-être un problème de côlon irritable. Et en plus, à l'époque, on ne parlait pas autant de toutes ces pathologies, que ce soit l'endométriose ou même tous les symptômes qui peuvent être liés justement aux intestins, etc. Donc, c'était très trouble. Et la seule chose que je faisais, c'était de vivre avec une douleur et essayer de colmater comme je pouvais. Mais les pros de santé te disaient quoi ? Te disaient, c'est comme ça. Oui, c'est normal. Des fois, les règles, ça fait mal. Ouais, voilà, les règles, ça fait mal. On te colle sous pilule, on continue. Donc, ça masque un peu la chose. Tu supportes tant bien que mal les hormones parce que c'est jamais neutre que de prendre une pilule. On sait qu'il y a des femmes qui les tolèrent très bien. Il y a plusieurs pilules. Mais certaines femmes, et j'en fais partie malheureusement, ne supportent pas les hormones synthétiques et aucune pilule. Donc, ça a été... Tu sais, t'as l'impression que tu vas régler un problème et puis que tu vas en créer un autre.
Et finalement, tu es dans une espèce de désert où tu dois accepter que ta normalité, c'est de souffrir, jusqu'au jour où on met un mot sur ce qui te fait souffrir. Et qu'en fait, tu entrevois une porte où on te dit «Ah, ça y est, je suis reconnue, je suis comprise». Et là, tu comprends que le début des ennuis ne fait que commencer. Tu parlais de partenaires. Est-ce que dans ta construction de jeune femme, dans ton exploration des débuts de ta vie sexuelle, tu osais parler de ces sujets avec tes partenaires? Non, j'avais honte. OK. J'avais tellement honte, j'avais peur d'en parler. Je sais qu'au début, je n'en parlais pas et c'est assez abominable parce que quand on s'enferme dans la non-expression de son besoin, eh bien, on subit des douleurs encore, plus importantes. Ça veut dire qu'en fait, pour le plaisir du partenaire, on va, minimiser et plus grave encore, je sais qu'avec des partenaires avec lesquels j'en ai parlé, sachant que potentiellement ça pouvait les bloquer et de façon complètement compréhensible. Je sais qu'un partenaire qui tient, à sa partenaire n'a Oui. pas envie, de lui occasionner des douleurs et simplement, du coup, en tant que, femme, on peut développer la stratégie de se dire: «Bah, j'ai pas envie de me sentir rejetée, j'ai pas envie que mon partenaire surinvestisse quelque chose qui est déjà quelque chose de lourd à porter pour moi. J'ai la sensation qu'il peut pas comprendre que j'ai des moments de fenêtre de tir où je suis bien et que, ben, j'ai envie que mon corps ne me raconte pas que de la douleur, j'ai aussi que mon corps me raconte du plaisir, j'ai envie de connecter avec des choses agréables de mon corps». Et donc on a tendance à dissimuler, ouais. Mmh. Et j'imagine aussi que la vision, de la sexualité qu'on peut avoir très pénétrocentrée, Ouais. aide pas forcément parce que en vrai, dans la sexualité, il y a tellement de choses à faire mais bon, quand on est plus jeune, peut-être qu'on n'a pas aussi ces connaissances-là Ouais. et donc vraiment, on peut avoir cette vision très pénétrocentrée qui aide pas non plus, quoi. Absolument, sachant que, les douleurs, les plus, importantes en général, il y a l'endométriose et toutes les femmes ne sont pas concernées, hein. Ça dépend des atteintes, ça dépend de plein de Mmh. choses, de la profondeur de la maladie, mais il est très fréquent que les femmes aient des douleurs pendant les rapports sexuels. Mmh. Et et Ceci, je me permets de le dire, hein, les douleurs pendant les règles, les douleurs pendant les rapports, pendant ce n'est l'ovulation, pas normal. non, non. C'est-à-dire que, bon, évidemment, que les règles en soi, c'est quelque chose, qui est lourd, hein, pour, toute Bien femme, sûr, bien dans la sûr. Enfin, mesure où malgré j'imagine. tout, la fatigue, la récurrence, les douleurs associées. En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir s'écouter et savoir à quel moment une douleur n'est plus, normale. Une douleur n'est plus normale quand elle devient invalidante. Mmh. Et après, ce qu'il y a de pernicieux dans le cas de l'endométriose, c'est que l'absence de douleur ou la présence de douleur n'est absolument pas un indicateur de la gravité de la maladie. D'accord. Donc on peut avoir une endométriose grave, Mmh. sévère, Pas de profonde, douleur. qui se développe et pas de douleur, quasiment Mmh. pas. OK. Ah oui, donc rien à voir avec quelque chose et à l'inverse, ça marche aussi, quoi. Ouais, OK. absolument. Toi, tu as fini par devenir maman, Mmh. à un moment de bascule immense quand même dans ta vie. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce chemin vers la maternité? Parce que tu parles souvent d'un trou noir Ouais. concernant la santé des mères après l'accouchement. Dans ton propre parcours, à quel moment as-tu réalisé que la société s'occupait du bébé, mais laissait «la coquille» entre guillemets, la mère, totalement vide? Alors déjà, je vais commencer par une petite parenthèse Bien avant de sûr. démarrer, de te répondre. Eh bien, tu vois, par exemple, dans l'endométriose, ce qui va beaucoup intéresser dans l'accompagnement, c'est la fertilité. Mmh. Oui. Et donc ça veut dire que tout, va se concentrer, sur cela et donc déjà, ça donne un indicateur sur, combien, en fait, la vie de la femme avec ce que ça comporte, on parle de sexualité, on parle de bien-être, on parle de vie, en fait, tout simplement. Eh bien, il y a plein de femmes, hein, qui désirent pas avoir des enfants et en fait, Qui souffre? elles souffrent. Alors aujourd'hui, on les écoute de plus en plus. Heureusement, ça a évolué. Mais je sais que, à mon époque, la seule chose, dont on parlait, c'était de ma fertilité et que, ben, si d'aventure ça ne m'avait pas du tout intéressée, eh bien le reste aurait été, moins pris en charge. Donc ça, c'est déjà un 1er lieu. J'ai réussi à avoir des enfants, mais il faut savoir que si je m'étais pas battue, je les aurais pas eus. Parce que dès le départ, la qualité de prise en charge pour l'endométriose, elle est très variable selon là où tu habites. Tu sais pas forcément qu'il y a des pôles d'expertise. Ils se sont développés ces dernières années. Encore une fois, moi, au moment où je suis diagnostiquée, c'est encore, le début de tout ça. Et à ce moment-là, ce qu'on me propose, moi, c'est de retirer mes ovaires, en fait. OK. Et moi, je suis un peu ballottée. Je me dis, «Ah bon, mais c'est ce qu'il faut faire?» Et en fait, si je m'étais pas écoutée, enfin, j'aurais jamais eu d'enfant. On m'aurait tout bazardé tout de suite et j'aurais pas su, en fait, qu'il y avait des techniques opératoires, qu'il y avait des choses qui m'auraient permis d'avoir, mes enfants. Et donc, j'ai réussi à avoir mes enfants. Et quand je parle du trou noir, c'est qu'effectivement, de la même manière qu'on focus sur la fertilité de la femme, eh bien, dans le cas de la maternité, on focus sur la maman, tant qu'elle est porteuse du bébé ou tant qu'elle est désireuse du bébé. Et en fait, il y a une sorte de porte qui se ferme, une fois qu'on a mis au monde son bébé, dans laquelle, le besoin de la maman semble s'effondrer,
littéralement, que ce soit sur son bien-être, ses besoins physiologiques, etc. Et ce avant-après, il est énorme. Et il est tellement énorme qu'aujourd'hui, de plus en plus pareil, de façon très positive, de plus en plus de parents prennent la parole à ce sujet-là. On parle du postpartum. C'était quelque chose dont on ne parlait pas avant. Le postpartum, Oui, bien sûr. c'était grand inconnu au bataillon. Et je pense que beaucoup de femmes, d'ailleurs, sont si mal préparées à l'accouchement parce que on ne prépare pas les bonnes choses. Bah, tu sais, moi, j'ai fait 2 épisodes avec ma mère et un où elle raconte, ses postpartum, celui pour ma sœur et pour moi et en effet, ma mère, elle disait, on savait rien, en fait. On savait rien du tout et ce qui m'avait vraiment interpellé aussi, c'est que je lui ai dit: «Mais du coup» parce que ma sœur, s'appelle Maud, du coup, je précise. Moi, je lui ai posé la question: «Mais toi, comme tu l'as mal vécu», parce qu'elle a très mal vécu, est-ce que tu en as parlé avec Maud pour lui dire comment ça allait se passer? Ah non, 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 surtout pas. Parce qu'elle voulait pas, voilà, elle voulait pas qu'elle ait peur de la maternité ou quoi. Par contre, elle a été très présente et tu vois? Et je trouve ça intéressant de se dire que même en l'ayant vécu, le tabou est tellement grand, tu vois? On n'en parle pas. Je veux dire, ça fait des siècles que les femmes savent que le postpartum, c'est pas ouf, mais on n'en parle pas, quoi. Et même quand on l'a mal vécu, on se bloque. Mais on peut quand même réussir à être présent et présente, mais c'est un énorme tabou encore. Mais c'est très, très intéressant ce que tu dis, c'est la présence, mais sans l'accompagnement Mmh. préparatoire, comme si préparer quelqu'un, ce serait automatiquement lui faire peur. Le problème, c'est qu'il y a une telle binarité et encore aussi des injonctions autour de la maternité où en fait, ça devrait juste être une aventure merveilleuse. Mmh. Et que si tu commences à dénoncer les parties plus compliquées, non seulement tu deviens anxiogène, ça dérange tout le monde et ça renvoie à l'idée qu'on serait pas un bon parent. Or, en fait, c'est hyper sain de pouvoir appréhender les choses et puis je pense vraiment qu'on ne vit pas les épreuves de la même manière si on est conscient de ce à quoi on s'expose. Parce que si on y va complètement à l'aveugle, alors là, je pense que ça peut être l'effondrement. Et c'est vrai que je crois que ce tabou est vraiment en relation avec une posture encore de femme qu'on devrait avoir, de tenir, d'être forte, d'être des bonnes mamans, des bonnes femmes et de cocher toutes les cases. Et puis en plus, il y a aussi cet aspect très culturel, tu vois, je trouve, parce que c'est quand même très occidental hein, d'avoir isolé les mères comme ça. Alors, isoler les parents, mais encore plus les mères, bien entendu. Tu vois, moi, quand j'en parle avec d'autres amis qui sont soit issus du Maghreb, tu vois, par exemple, j'ai une amie qui a eu un de ses enfants au Maroc. Pendant 30 jours, elle avait sa mère, ses tantes, ses cousines, tout le monde aux petits soins. C'était trop bien. Il y a d'autres cultures encore où, je pense notamment même en Asie, on peut trouver des hôtels spéciaux postpartum. Alors, je pense qu'il faut avoir les moyens, certes, mais le sujet, c'est de comprendre. Il y a d'autres cultures qui ont tout à fait compris ça. Cette espèce de village dont on parle souvent, il est essentiel. Et nous, on vit dans une société occidentale où on a tout brisé pour isoler, encore une fois, les parents et les mères, tout en leur disant c'est de votre faute si vous n'y arrivez pas. Tu vois. Donc, le niveau de culpabilité est quand même énorme, quoi. Oui, et quand on sort des sentiers battus, on se sent très honteux. Moi, je change juste sur l'exemple du cododo. Ou de l'allaitement non écourté. Je sais que on en a déjà parlé, mais dissimulé à ma pédiatre que je faisais du cododo parce que je me disais: «Mais enfin, on va me prendre pour une extraterrestre», alors que moi, je veux juste répondre aux besoins de mon bébé et que dans d'autres cultures, dans d'autres pays, on dort avec son bébé Mm. et c'est pas pris pour quelque chose de complètement bizarre, tordu, qui empêchera l'enfant de s'émanciper plus tard, comme si à 18 ans, il allait encore dormir avec ses parents, en fait. Et toutes ces zones-là, en fait, nous interdisent aussi quelque part d'incarner une parentalité choisie. Mm. Et que le fait de pouvoir se projeter sur l'après, de se dire: «OK, de quoi je vais avoir besoin, moi, pour accueillir ça dans ma vie?» Sachant que les besoins de chacun diffèrent et que ce que tu dis sur cette présence de la famille, c'est très important. Aujourd'hui, ça devient presque quelque chose d'anecdotique quand on parle du mois d'or ou des relevailles, Exactement. comme si c'était une espèce de luxe qu'on s'offrait, alors que l'arrivée d'un bébé dans la vie d'une femme et d'une famille, eh bien, c'est quand même un énorme bouleversement et je ne crois pas qu'on peut en sortir indemne, d'ailleurs fort heureusement, mais que ça demande quand même des moyens, des accompagnements et puis sortir de cette espèce d'image qu'il faudrait être fort à tout prix. Mm. Si seulement on pouvait accueillir un peu plus de nos vulnérabilités, se demander de l'aide sans se dire que c'est une faiblesse, je pense que déjà notre société, elle aurait une, elle aurait une gueule différente. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Toi, à cette époque, tu cherches à te reconstruire physiquement. Mm. Toi qui as un regard d'experte sur les molécules, qu'est-ce que tu as découvert de si révoltant sur les étiquettes des compléments alimentaires classiques pour te dire ce n'est pas possible, je vais devoir créer mon propre laboratoire? Bah, c'est que forcément, quand on est dans un labyrinthe thérapeutique et qu'on souffre de pathologies
dont on ne pourra pas véritablement guérir, on se tourne vers des solutions alternatives, Bien qu'elles sûr. soient le sport, la nutrition et évidemment les compléments alimentaires. Je tiens quand même à préciser qu'on parle de trouver un équilibre et que à aucun moment, j'affirme que les compléments alimentaires préviennent des maladies ou règlent toute la question. Mais en tant qu'humain, déjà, si on peut trouver une forme d'apaisement, de confort, d'équilibre, même s'il n'est pas parfait, c'est déjà du plus et ça, c'est une vraie réalité quand on a des pathologies. Je me permets aussi de préciser, comme on l'a déjà fait dans un autre épisode, que notre discours n'est absolument pas non plus de dire que on doit se détourner de la médecine pour les compléments. Mmh. La première intention, c'est toujours, comme tu l'as fait dans ton parcours, comme je l'ai fait sur d'autres sujets, la médecine. Allez voir vos médecins, allez faire le parcours de santé classique. Et soit après ou soit en même temps, on peut s'autoriser en effet à avoir des compléments pour soulager, accompagner éventuellement, mais que notre discours n'est absolument pas de détourner les gens du parcours de santé. Ah non, mais certainement pas, en fait. Moi, aujourd'hui, je veux dire, si j'avais pas, des spécialistes dans ma vie, pour m'accompagner, mes médecins, parce qu'après, c'est un rapport de confiance aussi, Bien sûr. et c'est très, très important de trouver, le bon spécialiste, le bon médecin, le bon thérapeute pour nous accompagner. L'approche, on va dire, complément alimentaire et toutes les approches qu'on peut avoir annexes d'ailleurs, dans l'exemple de l'endométriose, on a tout un arsenal. Mmh. On voit des kinés, on utilise, des appareils TENS, on travaille sur le complément alimentaire, on travaille sur l'alimentation, on travaille sur le sport, doux. Enfin, tout ça, c'est un arsenal de choses qui permettent de trouver un équilibre et c'est ça qu'on recherche, en Oui, tout à fait. particulier dans notre vie et donc qu'est-ce qui m'a dérangée moi? C'est que, bah, forcément, j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires. En rencontrant Julien, en plus, dont c'était le métier, mais il m'a mis sur la piste d'énormément de choses. Lui, il formulait déjà en plus pour d'autres laboratoires. On avait un peu une double réflexion comme ça aussi déjà qui sourdait dans notre façon de consommer du complément alimentaire, se rendant bien compte que bah, les produits n'étaient pas forcément toujours déjà pour être pris ensemble. Mmh. Je vais donner un exemple tout bête. Si tu prends un multivitamine pour la ménopause, par exemple, et que tu veux prendre une formule peau, ongles, cheveux, hein, tu OK. vas avoir des doublons au niveau des vitamines et donc déjà là, Mmh. il y a une problématique parce que c'est hyper important de faire attention au dosage. Deuxième problématique, les excipients. Alors pris isolément, tu pourrais te dire: «Bon, c'est un risque, c'est effectivement, on est dans un monde où tu as plein de polluants, tu as plein d'excipients, tu as plein de choses», mais on se questionne peu sur l'effet cocktail. Quand tu multiplies des compléments alimentaires et qu'en plus ils ont des excipients présents dans la formule qui sont controversés, alors il y a une question à se poser, c'est, quand tu cumules des compléments alimentaires parce que tu as besoin de prendre des compléments alimentaires pour ton quotidien, pour t'équilibrer, parce que des gens comme moi prennent forcément beaucoup de compléments alimentaires. Ben, la question se pose de dire: «Ouais, enfin d'accord, je suis en train de faire quelque chose pour ma santé, mais je suis pas super satisfaite, d'avoir, la présence, d'excipients, qui me semblent être complètement contradictoires avec ce premier Mmh. geste que j'ai pour moi». Le troisième élément, c'est les dosages. Malheureusement, on est quand même le marché du complément alimentaire, c'est un marché qui mêle de l'expertise, il y a des gens qui font des choses très bien, mais il y a aussi beaucoup de promesses et ça me Ah rend oui, oui, folle. ça on le voit, Et il hein. y a beaucoup de marketing, bah, parce qu'on vit dans un monde, hein, forcément et moi j'ai rien contre le marketing, hein, mais simplement derrière le marketing, on peut y glisser une notion d'éthique aussi et là, ça devient intéressant. Mais et donc je me rendais compte que en fait, les dosages étaient parfois juste marketing. J'allais prendre un produit, dont les dosages n'étaient pas au rendez-vous. Et puis enfin, il y avait aussi la problématique de la nature des ingrédients. Parce que la biodisponibilité d'un ingrédient, c'est aussi ce qui fait son efficacité. Or, un complément alimentaire, c'est que ça coûte cher. On est dans un monde où chacun doit faire attention à son porte-monnaie. On a des enfants, on a une vie, on a tous on va dire, nos problématiques. Et que ben, quand on met de l'argent dans un complément alimentaire, on a non seulement envie qu'il soit efficace, qu'il nous fasse du bien. Et c'est tout ce qu'on en attend. Et donc, tout ça, ça a mené une réflexion. Puis la dernière, c'était aussi de me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire des compléments alimentaires qui sont destinés à la santé et avoir tout ce plastique? Non, mais à quel moment ça nous paraît logique? On parle de plus en plus de la libération des microplastiques dans les denrées alimentaires. On parle de pollution. Il n'y a pas un truc à faire là? Et aujourd'hui, bon, bah, le marché a beaucoup changé. Mais c'est vrai qu'au moment où on a lancé Unae, c'était quelque chose de très anecdotique. On trouvait des emballages un peu raisonnés dans les magasins bio, mais c'était confidentiel. Il y avait des marques qui essayaient de faire de plus en plus quelque chose, mais c'était vraiment les balbutiements de tout ça. Mmh, ouais, complètement. Voilà comment on en est arrivé là. OK, gros parcours. Ouais, Donc c'est ainsi qu'est née Unae. ouais, Tu as choisi de fabriquer dans la Nièvre, ouais. sans additifs, dans des packaging compostables. Pourquoi était-ce si vital pour toi de ne faire absolument aucun compromis, quitte à ce que ce soit beaucoup plus complexe à gérer logistiquement? Bah, pour pouvoir dormir sur mes 2 oreilles déjà.
Ouais, c'est vraiment l'aspect éthique quoi, qui est Ben, essentiel. disons qu'en fait, ce qui me paraît compliqué, et ce qui pour moi a été, c'est que j'avais une réflexion un peu globale déjà, et que je me disais autant je peux comprendre que quand on est déjà sur le marché, représente des coûts de Mmh. transformation parfois qui sont importants pour changer ses packaging. C'est pas toujours intégré dans nos coûts de départ, dans nos calculs de marge, etc. Donc je comprends que ce soit des tournants qui soient pas évidents. Il y avait ça. Il y avait le fait que on est tous des consommateurs de quelque chose et qu'on se rend bien compte que en tant que consommateur, on peut pas révolutionner le monde tout seul en fait si on nous propose pas des alternatives vers lesquelles se tourner. Et donc je pensais que en lançant, en devenant un nouvel acteur du complément alimentaire, j'avais la chance et le devoir de proposer quelque chose qui qui avait le moins d'impact possible. De me dire en fait aujourd'hui avec ce dont on parle, l'écologie, avec le réchauffement climatique, avec tout ce qu'on va laisser à nos enfants, Mmh mh. on peut pas en fait, ne échapper à cette question. Et quand je dis ça, je suis pas une donneuse de leçons. Je veux dire pour moi, et j'insiste sur ce point, le but de tout cela, dans toutes les réflexions, quelles qu'elles soient, le véganisme, l'écologie, tout, même la parentalité bienveillante, tous ces, on va dire, ces mouvements qui nous emmènent vers mieux, avancer en tant qu'humain, pour faire de demain quelque chose de mieux encore que hier. Eh bien, ça nécessite pas une poignée de personnes parfaites. Mmh. Ça nécessite un ensemble de gens imparfaits qui ont envie de faire de leur mieux, geste par geste. Et moi, je suis pas une donneuse de leçons et je prétends pas, en fait, avoir la réponse à tout. Je prétends juste avoir envie de me poser les bonnes questions et qu'on se les pose tous ensemble. Et donc, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que j'aime beaucoup, outre l'aspect éthique, j'aime beaucoup ce côté très, très réaliste de, en effet, on est dans l'imperfection totale. Moi, je vois des gens qui se perdent dans, les injonctions, à toujours être, le parent parfait, l'écolo parfait, et cetera. On en a parlé d'ailleurs avec le docteur Philippe Haïm, un épisode sur la saturation, Mmh. mentale, et il expliquait justement que l'absence de nuances, l'absence de quand on est toujours dans les extrêmes, ça vient nous faire saturer encore plus parce qu'en fait, on voit tout ce qu'on ne fait pas, et cetera. Donc ça va nous faire beaucoup de mal. Donc c'est important aussi de pouvoir trouver, voilà, des compromis, avec des marques qui ont pris cet engagement collectif pour nous et de soutenir ces démarches-là. Ce qui peut nous permettre aussi, peut-être de se relâcher un peu ailleurs pour être plus tranquille. Parce qu'on peut pas tout faire tout seul non plus. Non, et puis qu'en plus, la problématique, c'est qu'on nous a fait croire, comme tu l'as dit très justement par rapport aux parents tout à l'heure, qu'on pouvait tout faire tout seul. Mmh. On nous rend tellement individualistes dans cette espèce de quête de la suffisance de soi et de l'hyper-indépendance. Or, on est des êtres sociaux, on est programmés pour fonctionner en groupe et être dans l'interdépendance. Tout à fait d'accord avec toi. On dit souvent qu'on est plus exigeant pour ses enfants que pour soi-même. Une fois que tu avais réglé le problème pour les adultes, quel a été le déclic qui t'a fait lancer Nateos pour les plus petits? Est-ce qu'il y a une urgence de maman derrière ce projet? Ouais. OK. Déjà parce que, je voyais que les compléments alimentaires qui existaient déjà, j'avais pas envie de les donner à mes enfants. Je comprends. Je comprenais pas tellement quelle était l'idée que pour que ça passe bien pour les enfants, on doive, amplifier déjà une relation, par exemple, au sucre, Mmh. qui me semble être délétère quand on parle de nutrition. Déjà, ça déforme le palais des enfants, ça veut dire qu'il faut enrober énormément, et qu'on parle de compléments alimentaires, donc on parle de nutrition. Pour moi, déjà, il y a quelque chose d'antinomique. Il y avait aussi toujours la présence des excipients, bien sûr. Mais il y a quelque chose surtout qui m'a frappée et dont moi j'ai fait l'expérience avec mon premier bébé, c'était la problématique de la vitamine D. Ouais. J'en parle beaucoup, c'est peut-être un peu un de mes fers de lance, mais c'est vrai que quand on sort de la maternité avec de la vitamine D qui est prescrite, passons le fait souvent qu'on nous explique pas vraiment pourquoi elle est si importante. Mmh. Ce qui fait que si on n'a pas l'information, hein, c'est comme pour le postpartum, on ne sait pas pourquoi On on le sait fait, pas. hein, vraiment. Or la pédagogie, elle est hyper importante. Et puis on rentre chez soi avec une vitamine D qu'on va donner à son enfant parce qu'on nous a dit de le faire. Et puis, potentiellement, on va voir qu'elle est pas très, très bien tolérée par l'enfant, voire même, il peut y avoir des effets, compliqués, hein, ça va amplifier un RGO, donc régurgitation, ça va amplifier les coliques du nourrisson. Qu'est-ce que va faire le parent? Il va arrêter la vitamine D. Mmh mh. Sauf que la vitamine D, c'est essentiel Clairement. pour un bébé. Je parle même pas que de alors faut rappeler, hein, la vitamine D, ça a été mis en place pour, lutter contre le rachitisme, la maladie des os mous. On a pris conscience que c'était une vitamine essentielle qui est synthétisée uniquement par le soleil. On peut en trouver très faiblement par ailleurs, mais c'est vraiment, le soleil.
Et donc, si on arrête cette vitamine D, il peut y avoir plein de problématiques, mais même au niveau immunitaire pour l'enfant. Et donc ça, pour moi, ça a été déjà un premier plan. Je me suis dit, mais il faut qu'on puisse donner de la vitamine D à ces enfants les yeux fermés, sans se demander quel truc cracra il y aurait dedans. Et donc, je voulais simplifier au maximum pour les parents et pouvoir m'adresser à tous les parents, quelles que soient leurs affinités. Donc, une vitamine D végétale, pour plein de raisons, je vais peut-être pas m'étendre dessus, mais ça a été le point d'entrée pour moi. Bah, tu peux après t'étendre un peu dessus, parce que c'est vrai que le fait qu'elle soit végétale, je sais qu'alors, j'ai plutôt parlé de ma compagne, puisque pour Sarah, j'étais pas aussi à fond qu'elle, elle est pro de santé, sur ces sujets de quelle vitamine donner, etc. Mais outre l'aspect éthique qu'il peut y avoir derrière une vitamine végétale, il y a aussi, de ce que j'ai compris, des sujets d'assimilation, etc., qui peuvent être importants, et aussi le fait que c'est mieux toléré globalement par la plupart des enfants. Tu sais, c'est un peu comme la nourriture végane, tu vois, c'est que l'avantage de la nourriture végane, c'est que tout le monde a priori peut en manger. Il n'y a pas de contre-indication, il y a très peu d'intolérance. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec le complément, tu vois, sur le cas de la vitamine D, c'est que ça permet aussi d'avoir une meilleure assimilation sur un plus grand nombre. Oui, alors, c'est qu'il y a plusieurs choses au niveau de la lanoline. La vitamine D, extrait de la lanoline du mouton, donc de sa fourrure, elle fonctionne très bien. Mais il y a des gens qui la tolèrent pas bien. Ok. Et puis, il y a des gens aussi qui la tolèrent pas bien éthiquement. Et ça, c'est important. Et puis, moi, je n'ai jamais voulu surfer sur la vague du véganisme parce que, on va dire, ça me dérange éthiquement de surfer sur quelque vague que ce soit. Par contre, j'ai moi-même effectivement cette relation avec le fait que pas de traçabilité, c'est pas possible. Dans la lanoline de mouton, aujourd'hui, on n'a pas de traçabilité sur les élevages. Donc ça veut dire qu'on n'a aucune idée de savoir si les animaux sont bien traités. Et ça, c'est forcément c'est contre-valeur par rapport aux valeurs qu'on porte, que ce soit chez Unai ou Nateos, et puis même tout simplement personnel, parce que une marque, c'est jamais que le reflet de quelqu'un qui l'a fait un jour. Et puis, il y a les solvants aussi, qui sont utilisés pour extraire cette vitamine D. Et là aussi, on n'est pas sur des processus qui sont super clean. Donc, c'était clair qu'il fallait partir sur une vitamine D végétale issue du lichen boréal, parce que c'est mieux assimilé, que ce soit donc éthiquement ou même au niveau physiologique. Et il y avait aussi cette idée de pouvoir aussi débarrasser les parents de leur inquiétude. Au tout départ, au tout départ, quand j'ai fait les premières versions, on a fait les premières versions de notre vitamine D. On avait donc utilisé une huile d'olive biologique et on avait mis évidemment de la vitamine E dedans pour conserver le produit correctement, pour permettre qu'il ne s'oxyde pas. Et la vitamine E, c'est quelque chose qui est souvent extrait de quelque chose. Et là, en l'occurrence, en général, la vitamine 2, ça peut être extrait du tournesol, etc. Et là, en l'occurrence, du soja. Sauf qu'il n'y avait plus de traces de soja à la fin. Sauf qu'un parent qui voit issu du soja alors que son enfant il a des allergies croisées, bien sûr, il va pas se sentir à l'aise avec le fait de donner le produit. Et ça, faut l'entendre, il faut le respecter. Donc, travailler là-dessus, retirer la vitamine E, mettre le flacon sous azote et mettre une huile d'olive bio désodorisée naturellement avec des processus d'extraction par vapeur, etc. pour que le produit soit... Parce que le plus simple possible. Et quand je dis ça, c'est pas qu'à destination des enfants, c'est qu'en tant que parent, je sais que j'ai besoin de me sentir complètement en confiance par rapport à cette exigence dont tu parlais. C'est que se dire ça, c'est une pression en moins. Ce que je donne à mon enfant, je sais que ça va fonctionner et en plus, il n'y aura pas l'effet secondaire. Et pour tous les produits qu'on va développer, on va avoir cette réflexion. C'est important. Tu disais, tu refuses l'idée, tu parlais de l'enrobage de sucre, toi tu refuses l'idée que l'enfant soit un sujet passif, qui on donne une espèce de gomme sucrée là, comme un bonbon, sans avoir conscience un peu de ce qui se passe. Comment est-ce que tu transmets à tes propres enfants justement cette conscience de leur corps et de ce qu'ils mettent dedans? En leur parlant déjà. Excellente idée. C'est-à-dire qu'on vit sous le même toit, donc de temps en temps on se croise et on se parle. Non, je plaisante. En fait, c'est-à-dire que, tu sais, il y a déjà beaucoup de choses qui m'ont questionné sur l'apprentissage des enfants, d'une manière générale pour les enfants. On leur apprend les couleurs, on leur apprend les formes, on leur apprend les nombres, on leur apprend les mots. Et puis, il y a plein de choses qu'on leur apprend pas qui leur servent déjà, les émotions, et le corps. Ça fait partie des choses à écouter de soi. Ça veut dire que déjà, il y a un enseignement qui manque généralement pour les enfants, c'est de leur parler de leur ressenti. Commencer par ça. Tu ressens quoi? Qu'est-ce que ça te raconte? Parce que c'est une première connexion. Dans notre monde, on se coupe beaucoup de nos besoins. On se coupe de nos ressentis. On éteint les signaux d'alarme qu'on ressent dans notre corps, dans notre esprit, dans notre fatigue, etc. Donc déjà ça,
C'est la première chose. C'est de pouvoir aussi les connecter à « je ressens ça dans mon corps ». Comment je m'y prends? Je parle de biologie avec eux. Leur papa, qui est expert en micronutrition, leur a toujours expliqué de façon très pédagogique et didactique à quoi servent les fibres, à quoi servent les protéines, sous quelle forme on peut les trouver, quelles fonctions elles ont dans le corps, de quoi on a besoin pour bien grandir. Et que cette compréhension du corps, forcément, donne à l'enfant un rôle Mmh. central, parce que c'est à lui qu'on parle. Il peut pas être la tierce personne qu'on prend comme ça, comme un petit pion, et on fait des choses pour son bien, et puis il comprend pas. Personne ne peut faire quelque chose de sensé pour soi s'il comprend pas. La compréhension, elle est fondamentale pour toute chose. Et donc, c'est de comprendre comment fonctionne le corps, de quoi il a besoin, et quoi faire pour se sentir bien, et comment, surtout, nouer une relation saine avec l'alimentation. C'est pour ça que l'histoire du sucre, c'est un fléau. Parce que le goût des aliments, sans les mettre du sel à tout va, sans mettre du sucre à tout va partout, sans les aliments bruts, c'est aussi un apprentissage du corps et de quoi on a besoin. Complètement. Et puis alors moi, là où je te rejoins aussi, c'est que je trouve que c'est aussi important, tu vois, de comprendre pourquoi est-ce qu'on prend les choses. C'est ce que tu disais, hein. Mais c'est que nous, tu vois, par exemple, une de nos enfants, elle a des compléments, par rapport au sommeil, elle voit bien qu'elle dort mieux et cetera. Donc, elle voit ça. Nous, si on prend des compléments d'ailleurs, il faut que je recommande de la mélatonine pour pour mon sommeil. Et tu vois, ça rejoint un truc, c'est que moi, Sarah, elle m'a vu prendre, mes petits cachets des fois le soir, pour m'endormir, notamment quand elle m'accompagne en déplacement. Et ça rejoint aussi ce que je disais par rapport, à la médecine, c'est que moi, tu vois, j'ai eu 8 ans d'errance médicale sur le traitement de mon sommeil. Maintenant, je dors avec une machine et cetera, j'ai un sommeil qui est beaucoup plus réparateur. Mais parfois, tu vois, le stress de la journée, après une journée d'enregistrement ou surtout les déplacements, tu vois, quand je rentre de déplacement un peu tard, tu sais, je mets un peu de temps à redescendre, à décompresser. Beh, le petit complément, que je prends, une AE pour, m'aider à m'endormir, la petite mélatonine, beh, elle est là pour ça, tu vois? Mmh. Et non, mais je dis ça parce que c'est important, tu vois, aussi d'expliquer d'où ça vient. C'est-à-dire que dans le parcours, tu vois, on a le soin et ensuite il y a le complément qui vient accompagner le Mmh. soin et ça, c'est important. Et tu vois, Sarah, elle m'a souvent posé ces questions-là: «Mais tiens, il y a quoi dedans et tout?» Donc c'est bien d'expliquer, c'est bien de transmettre, cette conscience-là parce que je trouve aussi que, d'une part, ça va amener une relation entre l'enfant et le parent qui est globalement plus respectueuse, mais d'autre part aussi, ça amène une exigence. Parce que nos enfants, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce sont aussi les consommateurs et les consommatrices de demain. Et du coup, ça amène une exigence. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'on prend ça là? Et qu'est-ce qu'il y a dedans et comment c'est fait? Et d'essayer de les amener à un peu mieux consommer, ou en tout cas à forcer à ce que les gens produisent mieux pour pouvoir consommer, tu vois? Complètement. Et puis, c'est l'éducation à l'esprit critique Bien sûr. dont on manque cruellement aujourd'hui. Et aussi de l'écoute de soi. C'est qu'en fait, très paradoxalement, on est dans une surécoute de beaucoup de choses qui glorifient une espèce de version parfaite de soi-même, la version améliorée 2.0 de soi. Et en même temps, dans cette espèce de course à la performance et à un rythme insoutenable aujourd'hui, on coupe aussi les personnes de cette écoute élémentaire de quoi j'ai besoin. Et on a des Mmh. personnes qui arrivent à l'épuisement parce qu'elles ont éteint tous leurs signaux en disant je t'écoute pas. Mais en fait, le cerveau finit par être éduqué à cette absence d'écoute. Et nous, on veut des enfants qui sont en capacité, donc comme tu disais, d'être exigeants, d'avoir de l'esprit critique et de s'écouter, de remettre l'humain et les besoins de l'humain réel au centre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un chiffre marquant dans tes travaux. 60% des femmes manquent de fer à l'accouchement, ce qui cause une fatigue immense, souvent confondue avec le baby blues. Si une maman nous écoute et se sent épuisée, quel est le premier message d'espoir que tu as envie de lui donner? Bah, que déjà, elle n'est pas toute seule, hein, Mmh. qu'elle peut se tourner vers d'autres mamans. Il existe des associations, il existe des consultantes en lactation qui sont très, très bien formées. Les sages-femmes font un métier formidable. Souvent, on oublie qu'on peut avoir un suivi, ne serait-ce que gynéco avec une sage-femme et que ça va être un lieu d'écoute. Il y a, de plus en plus, de créateurs de contenu et créatrices de contenu qui donnent de l'information et puis en premier lieu, il faut en parler à son médecin. Je veux dire déjà, il faut pas rester toute seule parce qu'on a intériorisé qu'on était des mamans et on était des warriors et que avoir un bébé, c'est normal que ce soit fatigant. Donc ça, c'est déjà, le premier point. Pour l'histoire du fer, c'est vrai que c'est assez terrible et ce chiffre, il est assez terrible parce qu'il y a plusieurs choses à voir sur ce pourcentage. C'est très, très bien documenté l'anémie pour la maman, enceinte et elle est gérée pendant la grossesse. On Tout sait à qu'elle fait. est exponentielle tout au long de la grossesse. Mais ce chiffre de 60 après l'accouchement, là, il est marquant. Parce que ça veut dire qu'on a potentiellement bien géré le fer jusqu'à l'accouchement et que l'effondrement
de fer circulant dans le sang lié à l'accouchement, C'est plus un problème. c'est plus un problème. Alors évidemment, je vais peut-être faire hurler plein de sages-femmes qui, elles, sont de plus en plus à gérer ce postpartum avec les mamans aujourd'hui, et je les remercie parce que oui, ce problème, il est de plus en plus conscientisé. Mais c'est pas encore tout à fait la norme parce qu'il y a plein de gens, et notamment plein de femmes, qui ne savent pas ce que c'est que les symptômes d'un manque de fer. Bien sûr. Donc je recontextualise. On accouche. Épuisé, marathon, hein. Je veux dire, bon, qui a accouché, hein, toi-même, tu sais. Donc voilà. Et tu as effectivement l'effondrement hormonal, le baby blues, la perte de sang pendant l'accouchement, etc. Tu sors de là avec donc tes hormones, c'est l'enfer. Et tu es évidemment fatigué parce que tu dois t'occuper d'un bébé qui ne fait pas ses cycles de sommeil, sauf quelques-uns, les chanceux, génial. Mais ça aussi, c'est pas la norme. Le problème du manque de fer, c'est que ça va amplifier la fatigue. Parce que les symptômes, c'est effectivement une fatigue très pesante. La perte de cheveux, en a-t-on besoin? La chute de cheveux liée au postpartum. Ah, pour les personnes qui ne seraient pas encore en postpartum, oui, c'est tout ça, ça va arriver. Hein. Ça va arriver, oui, oui. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal et il faut pouvoir l'accueillir et s'y préparer. En parler, et il y a de plus en plus de solutions aujourd'hui qui existent. Mais par contre, il y a quand même le risque du coup de sentiment de dépression qui est lié au manque de fer. Un manque de fer. Et le problème, c'est aussi les normes. Hein. Je veux dire, les normes aujourd'hui appliquées dans la normalité du dosage de la ferritine, il faut savoir qu'il est hors sol. Le seuil, ça doit être 12 mg, et en fait, une femme qui n'est pas ménopausée doit être au-dessus de 50. Ok. Donc déjà, quand on est en dessous de 50 pour une femme non ménopausée, on n'est déjà pas en super forme. Okay. Quand on est à ces taux-là de fer. Donc, une femme qui serait en train déjà de flirter à 12, ça ne va plus très bien. Et souvent, on peut même aller en dessous, et là, ça devient très préoccupant. Et là, dans ces moments-là, on a de la tachycardie, on a même des crises d'angoisse, et on peut avoir effectivement ce sentiment de dépression. La problématique, c'est qu'il y a des études qui indiquent qu'une femme qui manque de fer en postpartum a plus de risques de développer une dépression du postpartum. Okay. Et là, on peut louper quelque chose. D'accord. Et cette fenêtre de tir entre baby blues, chute normale, hormonale, et carrément dépression du postpartum, parfois elle peut, avant d'en arriver là, parce que toutes les femmes vont pas faire une dépression du postpartum, mais cette vraie fatigue causée par le manque de fer, elle pourrait déjà être solutionnée par une prise de fer. Et que s'il y avait cette prise de sang systématique à la sortie de la maternité pour voir où en est le taux de ferritine, eh bien déjà ça solutionnerait beaucoup de choses par rapport au bien-être des mamans dans le moment où elles doivent être totalement mobilisées, où la vraie histoire commence avec leur bébé. Oui, puis après, encore une fois, nous c'est notre vécu personnel avec ma compagne. C'est vrai qu'on a eu, nous, cette prise de sang à la maternité, mais parce qu'il y avait, en fait, avant la naissance, il y avait déjà un sujet d'anémie, donc voilà. Et puis après, c'est aussi poser la question pour la maman comme pour l'enfant, puisque moins de fer dans le corps de la maman, c'est aussi moins de fer pour l'enfant derrière avec l'allaitement, mais de tolérer le complément. Tu vois, par rapport à la composition, etc. Nous, nous, on y a été confrontés, je te le dis. Hein. En plus, avec un bébé RGO, donc c'est le reflux gastro-œsophagien pour les personnes qui ne sauraient pas. Clairement, ton bébé, il a déjà des reflux. Et quand tu rajoutes un complément qu'il n'arrive pas à tolérer, c'est l'enfer sur Terre. Ouais. Mais toute la journée. Ouais. Mais il faut quand même qu'il ait du fer. Tu vois, c'est important. Donc, on a tout ça qui vient se mélanger. Donc, c'est important aussi que ce soit clean. Faut qu'il y ait et l'information et le suivi, mais aussi en plus donner des bons produits, quoi. Là, nous, on y a été confrontés et vraiment, c'est hyper important. Oui, et puis là, tu parles du bébé, mais aussi le confort de la maman. Remettons en perspective. Sûr. Une maman qui manque de fer et qui sort d'un postpartum. Quand même, il y a des choses dont on ne parle pas, parce qu'il y a plein de tabous, mais mettons les pieds dans le plat, il y a quand même les problèmes d'hémorroïdes de grossesse. Tu sors de là, t'es carencé, tu prends du fer, et en plus, t'as de la constipation. Enfin, t'as plus envie de prendre le fer. Parce qu'en plus, t'as très mal au ventre, etc. Le fer qui est prescrit est bien trop dosé. Il est très mal assimilé. Il n'est pas en relation avec ce que notre biologie peut encaisser. Et donc, que ce soit un complément alimentaire ou un médicament, si tu peux pas le tolérer, il va forcément être inefficace parce que tu ne vas pas le prendre. Tu ne vas pas pouvoir le prendre. C'est normal. Et ça aussi, ça fait partie des problématiques. Parce qu'il n'y a pas que la détection du fer, il y a comment on le prend, à quel moment. Tout à fait. Bien expliquer aussi comment on prend le fer. Hein, pour les personnes qui nous écoutent, le fer, c'est vraiment un élément très capricieux qui ne peut pas être pris à proximité du thé, du café, de toute source de calcium. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui doit vraiment être pris le soir au moment de se coucher pour avoir la meilleure biodisponibilité. Sinon, c'est vraiment juste un coup d'épée dans l'eau. Donc il y a tous ces éléments-là.
c'est quel fer tu prends, à quel moment. Si tu n'as pas l'explication, bien, tu es tout simplement, démuni, alors que la résolution du problème pourrait être simple. On entend souvent que notre alimentation moderne s'est appauvrie. C'est Mmh. vrai qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler. Pour toi, est-ce que se complémenter aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pour rester, allumé, pour rester au bon niveau physiquement et mentalement? Écoute, malheureusement, j'aurais envie de te répondre que oui, Mmh. sauf, des exceptions. Il existe dans ce monde, des gens qui ont un potager, qui ont une terre fertile, qui n'a pas été trop endommagée, qui a été bien traitée, qui a pu faire pousser des bons légumes et qui va potentiellement avoir des sources de vitamines et de nutriments adéquates avec une assiette bien faite et cetera. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à mener une vie aujourd'hui, qui les dispensent de compléments alimentaires. Probablement. Simplement, dans notre monde moderne, déjà on sait qu'on ne mange pas tous très bien. Mmh. On sait aussi que, le stress est un siphon au niveau des nutriments dans notre corps. On sait, que ça peut être très compliqué. Notre alimentation, elle s'est appauvrie parce que nos sols se sont appauvris aussi. Mmh. On sait bien que, il y a plein d'études que je peux pas te citer là, tout de suite et peut-être que tu mettras des liens, intéressants, je pourrais te les passer, mais il y a plein d'études qui montrent que, une tomate, on avait beaucoup parlé, une pomme, ont perdu un pourcentage absolument affolant de leurs vitamines. Et donc, rien que si tu voulais faire, tout très bien, tu n'aurais pas, tes apports journaliers de façon correcte. Et qu'aujourd'hui, dans la pression qu'on a, la performance, je veux dire même quelqu'un comme moi peut oublier de manger un midi parce que j'ai pas eu, le temps. Et ça, c'est une réalité. Je Mmh. suis pas, la perfection. Je suis aussi soumise à mon rythme de vie, de maman et cetera, de travail. Il y a des moments, je peux pas prendre soin de moi comme je le voudrais. Et donc le complément alimentaire, ben, il permet en tout cas de garder un équilibre parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, c'est il faut bien regarder un petit peu plus loin. Un système immunitaire qui se fatigue, c'est un système immunitaire qui fait pas face au virus, et ça peut prendre du coup des proportions si tu n'es pas à l'équilibre au Ouais, niveau tout à de fait, tes oui. besoins. Tu finis par ne plus avoir un sommeil réparateur, tu finis par, développer plus de maladies, plus t'épuiser et cetera et cetera et cetera. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi, comment dire? Une sorte d'investissement sur une santé à long terme. Mmh. Et qu'aujourd'hui, on a besoin probablement de ça parce qu'il y a eu des choix au niveau industriel. C'est sûr que c'est les dommages collatéraux d'une société qui a décidé de fonctionner de cette façon-là. Et puis tu vois, même quand on veut tout bien manger, et cetera, donc je sais que et c'est un budget, bien manger, c'est devenu un budget quand même aussi, extrêmement important, parce que Ouais. en toute transparence, hein, encore une fois, toi et moi, on peut parler du prix des compléments alimentaires et cetera, très bien. On peut parler du fait que ça peut être un coût dans un foyer, un surplus et cetera. Mais pour se passer de ces compléments, il faudrait en effet manger sûrement des légumes bio et cetera. Heu, Très concrètement aujourd'hui, le prix de cette bonne alimentation est hallucinant. Hallucinant. Tu vois? Mais je veux juste pour mettre les choses en perspective, tu vois, en termes de dépenses, Ouais. voilà, si on n'a pas les moyens d'acheter bio, ça peut être aussi plus intéressant de se dire: «Bon, beh, je vais peut-être un peu moins bien manger, mais me complémenter». Vraiment, j'invite les gens à faire cette petite étude, de dépenses parce que nous, on l'a fait chez nous et clairement, l c'est ça aujourd'hui, en tout cas, pour nous, avec notre mode de vie, ça coûte moins cher de se complémenter un peu et d'acheter des légumes plutôt bon marché, tu vois, par exemple, plutôt que de tout prendre au top qualité, qui potentiellement pourrait nous permettre de passer de compléments, mais qui est beaucoup plus cher. Et puis après, il y a aussi des choses juste qu'on ne retrouve plus dans l'alimentation. Par exemple, j'ai été suivi par je la salue, la docteure Grégoire, sur mon métabolisme et cetera. On a fait beaucoup d'examens, on a pris le temps et cetera et moi, je me complémente en iode, par exemple, tu vois? Tous les jours. Mmh. Parce que si je prends pas cette iode, ça va déclencher une petite hypothyroïdie qui fait que, mon corps va pas fonctionner de la bonne manière. En fait, je dépense pas assez d'énergie au repos et que ça va avoir d'autres conséquences et cetera et cetera. Mais l'iode aujourd'hui, à part bouffer des huîtres, un peu partout, rajouter des algues et tout, qui est quand même très contraignant. Mmh. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait. C'est contraignant, Bien c'est sûr. vraiment très contraignant. Beh, voilà, acheter un complément, se complémenter avec, en plus quelque chose de clean, de propre et cetera, beh, c'est quand même beaucoup plus facile et pratique dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu vois? Peut-être que j'aurais pas ce problème si j'habitais plus près de la mer et cetera, sauf que c'est pas le cas. Et donc c'est important d'une part, encore une fois, par le parcours de santé, d'aller détecter ces sujets-là, de comprendre d'où ça vient. Si on peut, réajuster avec ou sans complément, bah, tant mieux, mais vraiment ces compléments, moi je trouve que, tu sais, des fois ils sont beaucoup décriés, mais moi je trouve qu'ils répondent justement à ce besoin-là de nos vies. On va pas changer la société comme ça du jour au lendemain, donc il faut bien trouver un moyen de s'adapter.
Oui, et puis ce que tu dis au niveau du prix des choses, Je pense ça qu'il faut montre vraiment regarder, hein, faut combien il y comparer, a hein. un clivage aussi. C'est-à-dire que soit tu as assez d'argent pour t'alimenter correctement, Exactement, hein. soit pas assez, et qu'en fait, il faut regarder les choses en face. Il vaut mieux consommer des légumes que pas du tout. Mmh. Donc, si en fait on ne peut accéder qu'à des fruits et légumes qui sont peut-être pas aussi parfaits qu'on le souhaiterait, eh bien, on est obligé de trouver des compromis. Et en fait, tout est qu'une question de compromission aujourd'hui. C'est de trouver, on parlait de cet équilibre, comment on trouve une forme d'équilibre. Mmh mh. Et c'est vrai que, bien parfois, on est obligé de bricoler des choses, parce qu'en face, on ne peut pas non plus cocher toutes les cases, et ça coûtera effectivement moins cher que de se complémenter un peu, que, d'aller, dans des, magasins, bio, qui pratiquent des prix, surtout dans les villes, Mmh. absolument Ah, c'est dingos. hallucinant. Parfois, vraiment, enfin, je suis désolé, hein, pour les gens qui tiennent ces magasins qui nous écoutent, mais parfois, c'est vraiment hallucinant. Enfin, il y a des prix, mais même les fruits, des fois, enfin, tu vois? Bien sûr, mais Je veux je sais dire, que c'est pas eux qui les fixent, c'est juste oui, oui, mais bien sûr. et que c'est compliqué, et Et qu'aujourd'hui tout est de plus en on plus cher. entend toutes les difficultés de ce marché-là. Mmh. Mais en tant que consommateur, qui a un peu conscience de ça, nous, on a regardé, je te dis, la différence entre, acheter tout parfait en termes de matières brutes et acheter, bah, un peu moins bien et se complémenter, et le rapport financier va en faveur de cette deuxième solution. Pour nous. Bien Il y a sûr. d'autres foyers où ça peut être différent, mais pour nous, c'est Mmh. ça. Et je pense que la question mérite d'être posée, tu vois? Ton parcours, toi, du coup, il va de la chambre d'hôpital à la direction de 2 laboratoires engagés. Quelle est la leçon la plus précieuse que la maladie t'a apprise et que tu n'aurais jamais découverte si tout avait été facile? J'adore cette question. Parce que, tu sais, quand on pense à maladie, souvent on pense à la fatalité, le Mmh. truc vraiment pas cool qui t'arrive, et en fait, c'est vrai que les gens m'ont souvent prise pour une tarée parce que, moi, j'ai considéré mes problèmes de santé comme un cadeau. OK. Il faut savoir que, bon, en fait, déjà j'ai un TDAH, donc vraiment, avec le H, vraiment hyperactive, et je l'ai appris très, très tard d'ailleurs, et donc j'étais tout le temps à 100 à l'heure. Je m'écoutais absolument pas, et puis j'avais complètement normalisé mes problèmes de santé, hein, parce que pendant Mmh. longtemps, j'étais en errance médicale. Et donc j'étais toujours plus, 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 plus. Je m'écoutais pas, je m'écoutais pas, je m'écoutais pas. J'avais des semaines complètement folles. C'était délirant ce que je m'imposais. Jusqu'au jour où tout s'est effondré, les diagnostics sont tombés, j'arrivais plus à bricoler parce que mes problèmes de santé prenaient de l'ampleur, et donc Mmh. je m'épuisais. Et en fait, ça a occasionné une forme d'effondrement, mais vraiment. Je me suis effondrée totalement. Et, et en fait, j'ai appris à m'écouter, à ralentir, à arrêter de vouloir être ultra performante. Et ça a tout changé. Parce que ça m'a permis bien de m'accueillir, moi, de me respecter enfin, d'écouter mes besoins. Alors que je pense que le mot besoin, c'est peut-être même quelque chose qui faisait pas partie de mon vocabulaire avant. Parce que j'étais dans, en plus, je pouvais, comment dire, compter sur mon espèce d'énergie, sans une sorte de puissant fond, mais au fond, je tenais sur je ne sais pas trop quoi, et Mmh. ça m'a permis d'arrêter ces bêtises-là OK. et de m'autoriser la lenteur, de m'autoriser le repos, de m'autoriser de me dire: «En fait, là, je vais pas pouvoir, et c'est d'accord, je vais pas pouvoir». Ce que je m'autorisais pas à faire avant. Donc ça a été une bénédiction pour moi quelque part pour, arrêter de m'infliger quelque chose qui était pas tenable. OK. Pour finir, tu as cette ambition d'élever nos enfants au-dessus de ce que nous sommes. Quelle est la petite graine, l'habitude simple que tu aimerais voir germer dans chaque famille qui nous a écoutés aujourd'hui? Ah, il y en a plein. Il y en a plein, mais en fait, incarner des adultes humbles, arrêter de vouloir incarner pour nos enfants, justement, ces images, de force et de perfection, pour leur autoriser à se poser les bonnes questions, Mmh. leur autoriser à accueillir leurs émotions, en particulier chez les petits garçons, hem, à chercher, à réparer, à comprendre, faire, de redonner de la place à nos enfants, en sortant des injonctions de plus faire nos enfants, des enfants rois, et cetera. Remettre les enfants à leur place d'individus en construction, et de leur montrer que nous aussi, on est des individus en chemin, et que si ça, déjà, ça pouvait, émerger dans toutes les familles, ça serait un super point de départ. Et après, il y en a plein d'autres, mais on va rester sur celui-ci.
Merci infiniment, Émilie, pour ce moment de vérité. Merci. On réalise avec toi que la santé n'est pas un luxe, mais le socle sur lequel on construit notre vie de parent. Un immense merci encore à Unae et Nateos d'avoir rendu cette conversation possible et de nous accompagner dans cette exigence de qualité pour nos familles. Si cet épisode a fait résonner quelque chose en vous, s'il vous a donné une clé pour allumer la lumière sur votre propre fatigue, partagez-le. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au podcast. Tous les liens pour découvrir le travail d'Émilie et les ressources dont on a parlé sont en description. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien sur Papatriarcat+, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et prenez soin d'eux.